Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Instant Sportif, votre podcast qui va parler de l'actualité sportive. C'est Smart, Pierre-Olivier Deschênes. Cette semaine, des gros sujets. Tout d'abord, on va revenir sous la plus grosse blague de la dernière fin de semaine, le Super Bowl. Et sinon, on va faire un petit retour des premiers jours de compétition dans les Jeux olympiques. Côté hockey également et côté F1, on va avoir une petite tier list en fin d'épisode. Mais on va pas perdre plus de temps. On va aller directement du côté de la NFL. Ça a commencé avec la semaine, avec la remise des prix. Sans vraiment aucune surprise, Matthew Stafford a gagné le prix de MVP, ce qu'on pouvait s'attendre. Là, qui disait, ouais, je m'attendais à voir Drake May, puis effectivement, au niveau des votes, ça a été très serré. Pas Justin Herbert, mais Matthew Stafford a reçu 24 votes et Drake May en a reçu 23. Puis le truc qui est drôle, c'est que les fans des Pats ont commencé à hate sur le dude qui avait voté pour Justin Herbert, parce que Justin Herbert a reçu un vote. Le gars s'est expliqué sur Twitter, mais les gens ont hate pareil. Mais écoute, oui, on hate, mais à voir que la performance que les Pats nous ont sortie au Super Bowl, pense pas que je peux tant hate que ça maintenant. Parce que le Super Bowl, on va se le Parce dire. que le monde y hate, mais ça veut pas dire que deuxième, il y aurait eu Drake May. Peut-être que deuxième, c'est Stafford, là. Ouais. J'avais dit qu'il avait été Justin Herbert, ça aurait fait un troisième vote pour Allen ou un 25e Mm. pour Stafford. C'est juste que tu me dis, là, t'as regardé la saison, puis tu me dis que ton numéro un pour le MVP, c'est Justin Herbert, ben t'en as fumé du bon. Là. Tu t'es trompé de team d'LA, je Ouais. pense. Genre, tu t'es mélangé entre les deux teams à LA. Parce que oui, ok, il a connu une coupe de bons matchs en début de saison, mais c'était pas du tout lui qui était là pour la MVP, donc pas de surprise là. Puis moi, il y a juste un autre prix que je voudrais parler, c'est le Offensive Player of the Year. Je pensais vraiment que ça allait être Christian McCaffrey. Finalement, c'est GSN qui l'a eu. Donc, une petite surprise de ce côté-là pour moi. Mais Bon, sinon, mais c'était ça se sinon défend. ouais, ça se défend aussi. Mais sinon, aucune surprise pour les autres prix. Vraiment, Non. on s'attendait à ces votes-là. Il n'y a pas eu de dinguerie, comme on dit. Puis là, tu C'est allais parler du Super Bowl, que c'était une joke. Si tu regardes le score, 29-13, tu dis, il y a eu quand même des points. Ça a été relativement proche. 16 points, c'est pas si fou. Mais quand tu regardes vraiment le match, il n'y avait eu aucun touché avant un long moment. Là. C'était juste des bottés, bottés, bottés. Là, en fin de match, quand ça comptait plus vraiment, il y a eu quelques ouais. touchés. Mais vraiment, Drake May n'a pas été bon. Sa ligne à l'attaque Ah, était affreux. affreuse. Will Campbell, c'était affreux. C'était affreux, là. Pas capable de rien arrêter. Ben, pour te dire, ben, tu disais, il n'y a pas eu de toucher avant un long moment. Le premier touché, c'était au quatrième quart. Là. C'est terrible. Là. C'était juste des bottés. Je pense qu'à un moment donné, c'était 12-0, mais juste des bottés Ouais. pour les Seahawks. Là. C'était 12-0 Seahawks après trois quarts. Les pattes s'étaient blanchies. Puis il y avait des stats. C'était arrivé, la dernière fois que c'était arrivé qu'une équipe au Super Bowl se faisait blanchir après trois quarts, c'était les Vikings, genre dans les années 70. Là. Fait que c'est Ça n'a comme. pas de bon sens. Moi, je pensais limite que les Pats allaient se faire blanchir. Là. Sincèrement, je Puis m'y les attendais. Pats, ils ont même battu un record pour le plus de sacs dans l'histoire Ouais. des playoffs. Genre en une année de playoffs. Donc, genre, il n'y a rien qui se passait. C'était des sacs, c'était des passes ratées de Drake May. Puis c'était Ouais. pas comme s'il n'y avait pas de toucher, mais on s'avançait beaucoup. C'était souvent trois jeux en bot, trois jeux en bot, trois Ouais, jeux c'est en tout le bot. temps ça. J'ai même vu plein de mimes que c'était des photos d'un pied brisé pour dire que le punter il avait tellement fait de dégagement qu'il s'en est pété le pied. Mais pour vrai, à part Gonzalez puis quelques joueurs en défense des Pats, Ouais. les Pats se sont pas présentés. Pas qu'ils se sont pas présentés, mais que tout ce que tout le monde a dit depuis les 2 dernières semaines, que les Pats n'avaient pas rapport d'être là, c'était une fraude, ben on a remarqué que c'était vrai. Là. Quand une équipe était pas blessée puis qu'ils jouaient pour vrai, ils se sont fait complètement défoncer. Là. Effectivement. Puis, ouais, non, c'est assez intense. Ben, juste pour le dire, la stat, Bad Bunny, l'autre show de la mi-temps, a parcouru 124 verges avec le ballon. Les passes dans tout le match en ont parcouru 74. Donc, Aïe, trop facile. je pense que Bad Bunny va peut-être signer un petit contrat avec les Pats d'ici la saison morte. Donc, les Seahawks sont champions du Super Bowl pour la deuxième fois de leur histoire, je pense. Ils l'avaient remporté plus tôt dans la décennie 2010. Avec la Puis Legion of Boom qui avait battu les oui, Broncos. ouais, effectivement, les Broncos. C'était Peyton Manning à ce moment-là. Hein. Je C'est suis pas comme il mal sûr était. que oui. C'était une des meilleures attaques de tous les temps qui affrontait une des meilleures défenses. Puis eux, ils Ouais, avaient réussi à les arrêter à seulement genre 8 points. Pour vrai, cette défensive-là était incroyable. Là, il y avait une bonne défensive cette année, moins dominante que celle-là. Mais aussi, le MVP, ça a été Walker. Il méritait vraiment. Il était très Kenneth très bon. Walker, oui. Ça jouait entre lui ou Mayer, le botteur. C'était un des deux parce qu'il a vraiment Ouais, réussi toutes ses bottées. Genre, c'était même pas stressant. C'était tout bien comme il faut au centre. Donc ça se jouait entre ces deux-là. C'était pas Sam Darnold. Sam Darnold,
qu'un Super Bowl, comme tu m'avais dit, avant Baker Mayfield, avant Josh Allen, avant Lamar Jackson, qui sont tous repêchés en 2018. Donc, si j'avais parié, ça n'aurait pas été ça que j'aurais parié il y a 2-3 ans. Donc, quand Effectivement, même non. une belle histoire de sa part. Mais on a vu que, genre, il y aurait une quinzaine de carrières qui auraient pu gagner avec l'alignement des Seahawks. Là. C'est pas été à Ouais. cause de lui vraiment qu'ils ont gagné non plus. Ben, il a connu quand même une bonne saison, mais c'est sûr que son match de Super Bowl n'a pas été Il a incroyable. été Tu sais, ça a correct. Là. pas, Il a fait c'était pas, assez. Là. c'était pas Jalen Hurts l'année passée, c'était pas Mahomes lors des Super Bowl des Chiefs, c'était pas Brady en 2021, Non. c'était pas Stafford. Oh wait, non, c'est Cooper Cup qui a gagné l'MVP cette année-là, lol. Euh, Donc voilà, la saison de la NFL est finie, le repêchage est dans quelques mois. Bien sûr, on s'attend à ce que Fernando Mendoza soit repêché au premier rang avec les Raiders. Ça va être une Euh, équipe poche, mais au moins Mendoza, ouais, Genty, ça va être le fun à regarder. Au moins, il y a ça. Là. ouais, écoute, les Raiders vont perdre l'expérience de Geno Smith. Hey! Ouais, j'ai envie de faire une blague. J'ai vraiment pas envie que ça se réalise, mais si je vois une news, les cards signent Geno Smith, je serais même pas surpris, Ouf! Ça, sincèrement. là, ça serait pas bon pour mon Dynasty Fantasy. Là. McBride aurait plus de ballon. C'est l'autre équipe qui en aurait. Là. Ça, c'est vrai. Effectivement. Donc, c'était toutes les nouvelles de la NFL. On peut passer maintenant aux Jeux Olympiques. On va faire un recap des premiers jours, notamment aux côtés des médailles du Canada. Donc, après 4 jours de compétition, les Canadiens qui ont remporté 3 médailles, ce qui peut sembler peu, mais si vous vous souvenez de l'épisode qu'on a réalisé la semaine dernière, j'avais parlé des prédictions et en gros, la plupart des compétitions, ce que les Canadiens avaient été prévu, étaient prévisagés pour gagner des médailles, ces compétitions-là ne sont soit pas terminées ou pas commencées encore. Donc, ça va. En gros, dans les prédictions, pour l'instant, que j'avais sorties la semaine dernière, les prédictions de la CBC, il y a un truc qui ne s'est pas réalisé, c'est la médaille de bronze en curling mixte. Ça, malheureusement, Ça a été un l'équipe de désastre. Justin Peterman et Brett Galland ont bien commencé. Ils ont commencé avec 3 victoires consécutives et après, ils ont enchaîné 5 défaites. Ils se sont fait éliminer, ont gagné leur dernier match, mais c'était trop tard. Le tournoi qui a été remporté par les Suédois aujourd'hui devant les Américains et les Italiens. Donc ça ne s'est pas réalisé. Sinon, on avait prévu une médaille de bronze aux 3000 mètres chez les femmes en patinage longue piste avec Isabelle Wideman. Elle n'a pas gagné de médaille. Elle a fini 5e. Toutefois, la première médaille canadienne a été remportée par Valérie Maltais dans cette même discipline. Donc, pour dire que pendant une journée et demie, l'entièreté des médailles du Canada étaient détenues par le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Shout out. En tant que Saguenayen, c'est shout out en esto. Donc, Valérie Maltais, c'était pas sa première médaille olympique, mais c'était sa première médaille individuelle. Donc, ça, c'est quand même sympathique, surtout si c'est pas ses premiers jeux. Là. Je pense qu'elle est là depuis. Là, je vais peut-être exagérer un peu, mais il me semble qu'elle est là depuis au moins Sochi ou Vancouver. Donc, tu sais, ça fait très, très longtemps qu'elle est là. Donc, une première médaille individuelle, c'est vraiment cool pour elle. Elle a remporté la première médaille du côté canadien. Le lendemain, on a eu le passage de vitesse longue piste de 5000 mètres chez les hommes. Tedian Blowman qui a fini quand même assez loin. Toutefois, lui, on attend plus une médaille de bronze aux 10 000 mètres. Donc, c'était pas sa discipline. Donc, c'est pas si grave. Sinon, la deuxième médaille a été remportée par Megan Oldham en ski acrobatique dans la catégorie du slopestyle. Ça, c'est une médaille que CBC avait prévu qu'elle remporte. Elle avait fait une super belle run, puis ça a vraiment été serré avec la Britannique. La Britannique qui a terminé quatrième avec 0,41 points de moins que Megan Oldham. Donc, ça a été très, très serré. L'épreuve qui a été remportée par une Suisse. Justement, malheureusement, je ne me souviens plus de son nom. Euh, Sinon, la troisième médaille a été remportée ce matin au moment qu'on enregistre l'épisode en patinage de vitesse courte piste, le relais mix. Ça, c'est une Une, médaille qui n'avait pas été prévue une par la belle CBC. surprise. Une belle surprise, effectivement. L'équipe qui a été composée en gros de Félix Roussel, William Danginou, Steven Dubois, Florence Brunel, Kim Boutin et Courtney Sarro. Donc, les 6 ont participé au quart de finale, demi-finale, finale. Remporté la médaille d'argent derrière l'Italie et devant la Belgique. La Belgique qui a causé un peu une surprise en se rendant jusque-là. Qui ont notamment profité de la chute en demi-finale des Coréens et des Américains. Donc, justement, on a vu la réaction des joueurs de hockey de Team Canada masculine qui ont assez célébré au moment que Ils les ont eu du Américains fun, et les là. Coréens ont chuté. Ils ont eu du fun, mais en même temps, ils prenaient pour les Canadiens, je comprends. Moi, je n'étais pas réveillé à ce moment-là, mais j'aurais cheer aussi. Euh, Puis sinon, en tant que tel, au niveau du patinage de vitesse courte piste, il y a d'autres épreuves qui ont eu lieu aujourd'hui. Tout d'abord, aux 500 mètres féminins, Courtney Sarro, Kim Poutin et Florence Brunel se sont toutes qualifiées pour les quarts de finale qui vont avoir lieu jeudi. Puis chez les hommes, William Danginou et Félix Roussel se sont également qualifiés pour les quarts de finale jeudi pour le 1000 mètres. Toutefois, Steven Dubois, lui, a chuté lors d'une course et son parcours dans le 1000 mètres s'est terminé là.
Mais pareil, donc le parcours qui va continuer pour ces athlètes-là, on va surveiller ça dans les prochains jours. Sinon, je vais regarder les autres disciplines sportives qui ont eu lieu. En passage de vitesse en piste, le 1000 mètres, Béatrice Lamarche qui a fait une très bonne performance en terminant 5e. Toutefois, ça a été un peu trop passé la dernière vague. Elle qui a remporté la médaille d'or, c'est une néerlandaise, Jutta Lerdam, aussi connue pour être la fiancée de Jake Paul. Donc, quel dommage d'avoir tout ce talent et se fiancer à Jake Paul, c'est quand même plate. Mais elle n'a pas juste gagné une médaille d'or, elle a fait un Olympic record. Ouais, Puis ça, qu'est-ce qui est fou, c'est qu'elle qui a terminé deuxième, c'est sa compatriote. Elle avait déjà battu le record olympique, qui a été rebattu juste après par l'autre. Donc, ils ont vraiment dominé cette catégorie. Puis là, on a pu voir, comme tu dis, son chum Jake Paul pleurer d'instant, tout ça. Puis il a essayé, là il a partagé ça partout sur ses réseaux, il a essayé de se racheter de ses commentaires qu'il a fait à propos du spectacle que moi j'ai vraiment aimé. C'est pas mon style de musique, mais ouais, non, c'est ça pareil pour moi. C'est juste visuellement c'était parfait. Comment le spectacle, c'est ça. Niveau effet, c'était parfait. Niveau montage et tout. Ben pas montage, c'était pas un montage. Mais on comprend ce que installation, planification puis tout ça. Sinon, ben curling mix, j'en ai parlé. Ski acrobatique, ça va continuer dans les prochains jours. Ski acrobatique également, on va avoir le ski de boss. Les demi-finales, les qualifications ont lieu aujourd'hui. Donc, du côté des hommes, Julien Viel et Michael Kingsbury ont fini respectivement 2 et 3e de leur vague de qualification. Donc, se qualifient automatiquement pour la finale. Il y a un autre Canadien qui pourrait se qualifier. Il va devoir passer par une deuxième vague jeudi. Puis, chez les femmes, on a Maya Schwinghammer et également Lauriane Desmarais-Gilbert qui se sont qualifiés pour la finale. Il y a 2 autres Canadiennes qui pourraient se qualifier. Toutefois, eux, pour une médaille, c'était pas prévu de base. Ça pourrait être une très, très long shot parce qu'on a du gros nom au niveau du ski de boss chez les femmes avec notamment l'Australienne et les 2 Américaines qui ont eu des scores absolument incroyables. Puis encore là, il y avait une autre Américaine qui est super bonne. C'est juste qu'elle s'est vraiment... Je vais utiliser le terme familier, mais elle s'est vraiment chiée sur sa run. Mais... elle est arrivée trop vite, elle a manqué de tomber. Fait que là, elle va passer par une deuxième vague de qualification. Ça va se régler mercredi. Donc, mais du côté des boss, ça serait surprenant qu'on sorte de là avec aucune médaille. Là. Au moins une. Effectivement. Ben, dans la bosse individuelle, Kingsbury était prévu de gagner le bronze. Donc ça, c'était déjà une prédiction. Maintenant, à voir si Julien Viel peut remporter une médaille aussi. Ça, c'était pas prévu. Donc, ça nous ferait une autre médaille pas prévue de ce côté-là. Puis 2 en même temps avec Kingsbury. C'est un Japonais en passant qui a fini de premier. Je crois que c'est lui qui avait remporté l'or à Beijing aussi, dans la même catégorie. Le favori aussi va être... Ouais, effectivement. Sinon, pour ce qui est du saut à ski, moi, j'en avais parlé un peu. J'avais dit malheureusement la meilleure Canadienne, Alexandria Lutit, qui aurait pu être une grosse chance de médaille, a raté les Jeux olympiques à cause d'une blessure. Abigail Strait a participé à l'épreuve du petit tremplin. Ça n'a pas super bien été. Elle a terminé 11e. Autant, je voulais pas avoir une trop grosse hype pour cette épreuve-là parce que c'était loin d'être prévu. Mais j'étais quand même un petit peu déçu. Puis elle aussi, elle l'était de sa performance. Elle va pouvoir se racheter sur l'épreuve du gros tremplin. Puis l'année passée, pas l'année passée, mais il y a 4 ans, on se souvient, les Canadiens avaient remporté une médaille historique en saut à ski, une médaille de bronze en équipe mixte. Malheureusement, ils ne pourront pas réitérer la performance. Je crois même que c'était aujourd'hui la course. Ben oui, c'était aujourd'hui parce qu'il fallait qualifier au moins 2 hommes et il y a juste Mackenzie Boyd-Klaus qui s'est qualifié. Donc malheureusement, les Canadiens qui n'ont pas pu défendre leur médaille de ce côté-là. Toutefois, justement, Mackenzie Boyd-Klaus et Abigail Strait et d'autres Canadiens vont pouvoir refaire d'autres épreuves. Le programme de saut à ski n'est pas terminé. Si on passe maintenant au patinage artistique, déjà, on a eu le programme par équipe. Les Canadiens ont très, très bien fait. Oui, ils ne sont pas allés chercher de médaille, mais ils ont quand même terminé 5e. On a eu des très, très belles performances. Je pense notamment à la révélation, c'est le jeune Steven Gogolev de 21 ans qui a été incroyable lors des programmes par équipe. A fait une petite erreur lors de sa dernière performance, une petite chute, mais pour elle, il a juste été incroyable. Puis là, aujourd'hui, c'était le programme court chez les hommes. C'était les 24 premiers qui se qualifiaient. C'est random un peu, mais en tout cas, c'était les 24 premiers qui se qualifiaient. Puis il a quand même terminé 10e. Puis là, on avait du gros nom, avec notamment Ilya Malikin, je pense, Ilya Malikin, l'Américain, puis aussi le Japonais Okiyama, je crois, et un des Français qui ont eu des scores au-dessus de 100. Donc, Gogolev s'est qualifié avec un 87 quelque chose. Donc, il est quand même 10e. Il a 21 ans, c'est ses premiers jeux pour lui. Lui, dans les prochaines années, il va être très, très, très fort. Ça peut être une grosse chance de médaille. Peut-être un successeur de Patrick Chan, qui a notamment remporté quelques médailles du côté canadien, mais actually avec un meilleur potentiel. Je pense peut-être un plafond plus haut. Donc, il va être très intéressant à surveiller. Par équipe, si c'était pas de la grosse chute qu'il y avait eu
la veille du tour final, on aurait pu avoir plus de chances de se rendre plus loin. Ouais, c'est Madeline Skizas qui est tombée lors de sa deuxième participation, mais pour elle, elle a très très bien fait. Puis je parle aux autres couples, notamment Marjorie Lajoie et Zachary Lagasse, ça a très bien été. Piper Gills et Paul Poirier aussi, ça a très bien été. Puis justement, pour parler de Piper Gills et Paul Poirier, demain, c'est la finale du programme de couple. Ça va être le programme libre demain. Ils se sont qualifiés avec le troisième score au niveau du programme court. Donc, ils ont très très bien fait, derrière notamment les Français. Les Français Guillaume Cizeron et la franco-québécoise Laurence Fournier-Baudry, je crois. Donc, ils sont quand même qualifiés troisième. Eux, c'était prévu, c'était dans les prédictions qu'ils remportent une médaille de bronze en cette discipline. Donc, maintenant, c'est à voir s'ils sont capables de maintenir le rang. Moi, j'aimerais vraiment ça. Ça serait une première médaille en 8 ans en patinage artistique pour le Canada au JO. Donc, une première depuis notamment la fin de carrière de Scott Moyer et Tessa Virtue à Pyeongchang, qui avait été incroyable, on s'en souvient. Eux, toute leur carrière, tout simplement. Donc, ça serait vraiment cool qu'on gagne une médaille de ce côté-là. Sinon, du côté de la luge, ça s'est terminé. Le programme masculin, il n'y avait personne, aucun Canadien. Les Allemands ont gagné sans aucune surprise. Puis du côté des femmes, on avait 2 Canadiennes qui ont participé. Les 2 ont participé à la finale. Mbirly Soshko qui a terminé 15e et Trinity Ellis qui ont terminé 17e. Les 2 sont très très jeunes, ils ont 20 et 21 ans, donc on va les revoir dans les prochaines années, dans les prochains JO d'hiver. Les lugeurs, c'est des athlètes qui peuvent quand même poursuivre leur carrière assez longtemps. Si je me rappelle bien, lors de la finale masculine, lui qui s'est qualifié pour la Slovaquie en finale, il avait 43 ans, je pense. Donc, tu peux rester performant encore très très longtemps dans ces sports-là. Puis le programme de luge qui est en reconstruction aussi canadien, c'est sûr que ce n'a pas été un sport que les Canadiens se sont tant illustrés dans leur histoire aux Jeux olympiques. Ils ont 2 médailles seulement. Je pense des 2, c'était à Pyeongchang. Donc, donc, le programme qui est en construction, mais quand même, c'était très sympathique comme performance. Puis, je regardais un petit peu un goût amer sur le deuxième run d'Amberly Shusko qui a vraiment été catastrophique parce que si elle n'avait pas autant raté son deuxième run, elle aurait fini plus haut que 15e selon moi. Mais quand même, une très bonne performance pour les 2 Canadiennes. La luge, il va rester la luge double et le relais mixte aussi. La luge double, il va y avoir une équipe masculine et une équipe féminine pour le Canada, donc ça va être à surveiller. Puis après, pour les sports de glisse, il va y avoir le skeleton, on a 3 athlètes aussi, et le bobsleigh également, avec le monobob, le bob à 2 et le bob à 4. Donc ça va s'en venir plus tard dans les Jeux olympiques. Puis finalement, on peut passer du côté du hockey. Le hockey féminin a débuté même avant le tournoi. Je me souviens plus si on avait parlé du match contre la Finlande qui avait été reporté. Je crois que c'était sorti le lendemain qu'on avait réalisé l'épisode. Les Canadiennes qui n'ont pas pu participer à leur premier match contre la Finlande parce que les Finlandaises ont eu une épidémie de gastro. Ça ne les a pas aidés parce que dans leurs 2 premiers matchs, ils n'ont pas marqué de but. Là, ils ont joué leur 3e aujourd'hui, ils ont gagné 3-1 contre la Suisse, donc au moins ils ont marqué des buts. Mais pareil, donc les Canadiennes ont joué 3 matchs pour l'instant contre la Suisse, la Tchéquie et les États-Unis. Puis, P.O., je ne sais pas si tu as regardé les matchs tant que ça, peut-être un petit peu moins que moi. Mais ce que je peux dire, puis je pense que beaucoup de gens ont partagé mon opinion, je partage l'opinion avec beaucoup de gens, c'est que ça a été des matchs très inégaux et très différents pour les Canadiennes. Premièrement, le premier affrontement contre la Suisse, on a vu une équipe canadienne dominante au niveau du chapitre des tirs au but 54-6. Je pense qu'il n'y a pas photo. Mais toutefois, ça a juste été une victoire de 4-0. Il faut parler de la performance de la gardienne qui a été incroyable, la gardienne suisse. Elle arrêtait tous les rondelles. Ouais. Puis surtout, 3 des 4 buts ont été marqués en avantage numérique. Donc, un seul but marqué à égalité numérique. Ça, c'est un petit peu décevant. Il y avait des beaux jeux. Je pense notamment au début du match, Renata Fast était un petit peu partout. Elle porte très bien son nom de famille. Elle est très fast. C'est tout ce que j'ai à dire. Toutefois, on a tenté une expérience sur le premier trio. On a essayé de mettre Julia Gosling avec Marie-Philippe Poulin et Laura Stacey. Ça n'a pas été très, très concluant. C'est pour ça qu'on l'a remplacé par Emma Maltais pour le deuxième match. Puis déjà, Emma Maltais, ça a déjà beaucoup mieux été avec Poulin et Stacey. Jusqu'au moment où Marie-Philippe Poulin a subi une mise en échec de la part d'une des joueuses tchèques qui l'a mis par terre. Elle a essayé de revenir au jeu dans le match, mais ça n'a pas été concluant. Ça a vraiment l'air très douloureux. Là, de la façon, ça avait l'air douloureux. Puis les Canadiens ont gagné 5-1 leur deuxième match contre la Tchéquie, un match beaucoup plus dominant avec 4 buts en première période. Julia Gosling s'est bien reprise avec 2 buts, notamment. Laura Stacey, un excellent but aussi. Elle en est bien une bonne performance. Mais ça a fait très mal quand même la perte de Poulin. Puis ça s'est vu aujourd'hui lors de leur match contre les États-Unis, où ce que littéralement. Là, je peux pas croire que c'est juste la perte de Poulin, parce que ça a vraiment été une domination du début à la fin. Mais c'était affreux. Les Canadiennes n'ont jamais été dans le match. Non. Mais encore là, moi, je dis ça. Peut-être qu'ils ont été dans le match en première période, parce que c'est la seule période que j'ai manquée.
De Mais ce que pour j'ai vrai, vu, j'écoutais en même j'ai temps de vu, travailler, là. Même en première, c'était pas. Non, c'était pas fameux, là. c'était catastrophique. Les Canadiens qui se sont inclinés 5-0. Première fois qu'elles se font blanchir dans un match olympique, je crois, tout Ouais. court. Puis aussi, c'était leur première défaite en tour préliminaire depuis 1998. Donc, depuis la première année du programme de hockey féminin au JO d'hiver. Cette année-là, les Canadiennes qui avaient remporté l'argent contre les États-Unis. Les Américaines ont l'air vraiment supérieures. Si Ouais, on se fie ben ça, juste c'était à vu. la série De la rivalité, ouais. rivalité, ça a été une domination des Américaines, je pense. Cette année, sont juste trop fortes. Parce que pour vrai, on n'a même pas été proche de faire de quoi. C'était Mm. terrible comment c'était domination. Genre, je travaillais, puis à chaque fois que je me tournais voir qu'est-ce qui se passait, c'était tout le temps dans notre zone, un 2 contre un, c'était tout le temps un but. Genre, c'était pas beau, là. Puis aussi, beaucoup d'indiscipline du côté des Ouais. Canadiennes, puis un mauvais jeu tout court. Il y a tellement eu d'hors-jeu. Je me souviens, comme il y avait un 2 contre 1 avec Spooner puis une autre joueuse, mais Gosling est allé trop vite, puis était hors-jeu. Il y avait Gosling qui sortait du banc de pénalité, Shelton l'a pas vu, puis ça a fait un hors-jeu. Genre, on aurait pu avoir peut-être un échappé, peut-être une chance. Sinon, on a pogné trop de pénalités, les Canadiennes, c'était un petit peu affreux. Puis aussi, il y a un but, le troisième but des Américaines, là. Moi, excusez, là, je veux pas crier. Ben, je crierais pas au complot, mais dans ma tête, c'était une obstruction sur la gardienne. Là. Genre, je peux pas croire que ça n'en était pas une. Là. Ben, en tout cas, moi, je pensais que ça allait en être une. Je Moi pense aussi. pas que c'était tant un bon call que ça. Parce que oui, Kristen O'Neill a poussé la joueuse américaine, mais la joueuse américaine commençait à rentrer dans des biens bien avant qu'O'Neill arrive. Donc, en tout cas, c'était pas un très bon call, mais ça aurait rien changé. Non. Il aurait perdu 4-0 au lieu de 5-0. Là. Mais quoique ça aurait été 2-0, ça aurait peut-être pu donner de la motivation, mais on va pas aller de ci puis de ci. Comme disait Max Verstappen, si ma mère avait eu des boules, ça serait mon père. Fait que... Donc, en tout cas, on va pas commencer à faire des si. Les Canadiennes vont leur rester un dernier match préliminaire contre les Finlandaises. Donc là, on prédispose qu'ils vont finir deuxième dans le groupe B, dans le groupe A, pardon. Donc, devraient affronter les Allemandes en quart de finale. Normalement, ça devrait bien se passer. Toutefois, il va quand même falloir faire attention, mais c'est pareil. Moi, je m'attends pas. Si les Canadiens s'inclinent en demi-finale, là, ça serait une méchante surprise. Ouais. Ils affronteront pas les Américaines en demi-finale, certainement pas. Bon, en tout cas, pas se poser. Fait que Ça devrait être correct. ils devraient au moins se rendre en finale. Mais comme la CBC l'a prévu, puis comme on pensait pas mal, je pense que les Canadiennes, à moins qu'ils se réveillent vraiment puis qu'ils sortent un jeu qu'on n'a pas vu dans les derniers mois, battent les Américaines en finale, mais je pense que ça va être dur. compliqué. Ça va être très dur. Ouais. Puis sinon, du côté masculin, ben, le programme commence demain avec un match notamment entre la Finlande et la Slovaquie. Donc, les partisans des Canadiens vont pouvoir observer Juraj Slavkovski et Oliver Kapanen en action. Puis également, il va y avoir un match Italie-Suède aussi plus tard dans la journée. Donc, on va voir William Nylander s'amuser contre les Italiens et d'autres joueurs. Même si Nylander n'était pas à l'entraînement des Suédois ce matin, donc ça va être à surveiller. Mais sinon, le tournoi masculin, on a vu l'équipe canadienne de hockey masculine, elle était présente. Les joueurs sont arrivés pas mal tout en même temps. Ils ont pris des photos, sont allés voir les patineurs de vitesse ce matin. Du côté de la compétition en tant que telle, ils sont allés les encourager. Puis on a vu les trios à l'entraînement. Très surprenant. Là, il y a plusieurs points d'interrogation qui se sont mis dans nos yeux. Tom Tout Wilson. d'abord, Tom Wilson, déjà sur le premier trio avec McDavid, Celebrini. Ça, je m'y attendais pas. Moi, je m'attendais à voir un trio Celebrini, McKinnon, Crosby, comme on avait vu au championnat du monde au printemps dernier. Crosby semble du troisième trio. What? Sinon, on a Suzuki sur le deuxième trio avec McKinnon, puis c'est qui l'autre? Marchand. C'est Marchand, Brad Marchand. What? Mais j'ai l'impression que la façon qu'ils l'ont fait, ils ont essayé de mettre genre un... je sais pas comment le dire, genre une peste, un gars chiant à jouer. Ouais. Sur le premier, Wilson, sur le deuxième, Marchand. Le 3, je pourrais dire que c'est Stone qui est vraiment gossant à jouer contre. Sur le quatrième, il y a Eagle. Donc sur chaque trio, il y a vraiment quelqu'un de fatigant. Peut-être c'est ça qu'ils ont essayé de faire. C'est la seule raison que je verrais Wilson sur le premier, parce qu'on le sait, Wilson est bien moins bon que les trois quarts des joueurs qui sont là. Suzuki sur le deuxième... J'haïs pas ça, mais je m'attendais pas du tout à ça. Puis en plus, à l'aile. Ben oui, je m'attendais troisième ou quatrième centre. Mais là, ça fait que tes centres, c'est McDavid, McKinnon, Crosby, Horvat.
C'est assez dur à battre, là. C'est Ouais. vraiment tough à battre. Tu te dis, Alors, j'affronte le troisième trio, ça va être qui? J'affronte Crosby. Ok. ok, yes. Ok. Puis aussi, j'ai été étonné de pas voir Marner avec McDavid, c'est ça qu'on avait vu aux Quatre Nations. Ouais. Il y a Ça a plusieurs bien marché, notamment en il y a plusieurs prolongation. combinaisons qu'on avait vues qui seront pas là. Mm. Donc, il essaie de nouvelles choses, mais en même temps, ça peut pas mal aller avec des trucs comme ça. Mais au moins, on a pu voir qu'ils ont respecté le Taze Makar comparé aux États-Unis Ouais. qui mettent pas Quinn Hughes et Buck Faber ensemble. Alors qu'ils sont coéquipiers. Puis qu'ils jouent ensemble. Genre 30 minutes par game en plus. Non, 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 non. Il faut mettre McAvoy? Jackson Dacon. Ouais, non. Si lui, il joue 1 minute, là, je vais tout casser. Ben, Surtout en quand ça parlant n'a pas des été pris. États-Unis, ça a l'air que le gars qui est en extra aux pratiques, c'était Clayton Keller et non JT Miller Ouais. ou Trocheck. Ben, on se rappelle que le coach est Mike Sullivan. Hein? Ah, mais pareil, ça n'a pas rapport. JT Miller connaît une saison de merde, il s'implique pas défensivement, il joue pas physique, puis il a moins de points que Keller, genre. Puis Keller, au championnat du monde, oui, ok, c'est pas tous les joueurs qui étaient là, il était capitaine, puis ils ont gagné la médaille d'or. Ouais. Puis en parlant de Bien, bien. capitaine, ils ont renommé Austin Matthews. Ouais, ça aussi, Dis-moi, c'est bizarre. dis-moi, quel trophée non individuel, là, trophée d'équipe qu'Austin Matthews a gagné dans sa vie? Une première ronde l'année passée. Ah, il n'y a pas de trophée pour ça. Non, il a pas de trophée. Il a pas gagné avant de rentrer dans la Ligue nationale. Il a pas gagné aux mondiaux Ouais? juniors, aux mondiaux. Il a rien gagné nulle part. Il a rien Non, gagné. c'est vrai. Jamais rien gagné nulle part. Il est capitaine. Mais en même temps, c'est un peu différent. Les Canadiens, ils ont 22 Coupes Stanley remportées par les joueurs. Et du côté américain, ils en ont 4. Mais en même temps, moi je me dis, un gars comme Jack Eichel, un ancien capitaine, il a déjà Ouais. gagné la coupe, ça aurait pu être plus intéressant. Brady Tkachuk, c'est un très bon capitaine à Ottawa. Genre, Austin Matthews, oui, c'est le meilleur joueur techniquement de l'équipe, mais est-ce que c'est leader? Je suis pas là dans le champ, peut-être qu'il y a quelque chose, parce que là, les Maple Leafs l'ont mis, ça fait 2 fois que les États-Unis le mettent, un moment donné, peut-être qu'ils prennent des mauvaises décisions, mais c'est pas non plus des broches à foin. Là. Maintenant, ils doivent savoir un peu ce qu'ils font. Donc je me dis, il doit y avoir quelque chose dans la chambre qu'on voit pas parce que ça glace puis les succès de ces équipes, à date, c'est un gros zéro. C'est Là. vrai. C'est quoi, ça fait 1 ou 2 saisons qu'il est capitaine des Leafs maintenant? Je Ah, pense que c'est ça. puis juste ça, c'était déjà malaisant quand John Tavares, il y a une photo Ouais. qui redonne le chandail. Ouais. Mais Ça, ouais, je c'était pense que c'est la bizarre, deuxième là. saison. C'était au début de la saison passée. C'était comme ce que les Kings avaient fait. Il y avait Dustin Brown avait donné son capitanat à Ah, Andy mais Kopitar lorsqu'il était encore avec l'équipe. ça c'est correct parce qu'il est dans un ou deux. Genre, il est resté 1 ou 2 saisons puis il est parti. Tavares, il reste au moins 3 4 ans encore. Là. Ouais. C'est assez bizarre. Puis Puis en plus sinon, de au niveau ça, des gardiens, non mais au niveau des juste gardiens de avant, but, rien qui est sorti. un dernier truc Oui. sur Tavares, il a pris un pay cut après. Si ça c'est pas un mouvement de Ouais. leader, Non, effectivement. mais bon, ouais, les Surtout gardiens qu'il de avait but. vraiment connu une super bonne saison l'année Ouais. d'avant. Quoi. Sinon, au niveau des gardiens de but, ben, moi j'attends de voir ce que ça va donner. Là. Bennington aussi, il n'y a pas une saison incroyable. On Ben, va se c'est le un dire des même pires de franchement. toute la ligue là, cette année comme gardien Ouais. partant. Logan Thompson, il tue à 100% de sa blessure. Est-ce que les dirigeants et les assistants coachs, tout ça, vont mettre leurs différents de côté pour le faire jouer? Est-ce que Kemper, qui a déjà de l'expérience d'avoir gagné une Coupe Stanley, tout ça, est-ce que ça va être lui qui va y aller? Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Je pense le premier match, ils vont le donner à Bennington. Ils vont voir qu'est-ce que ça Ouais. donne. Ils vont peut-être essayer le deuxième match, Thompson. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Ben, ils ont 2 matchs en 2 jours. Fait que moi, je Ouais. m'attends à voir au moins Thompson ou Kemper contre la Suisse. Là. Ça Mais serait pas si surprenant. on prenait juste la saison actuelle, c'est Thompson qui le mérite le plus. Ouais. C'est vraiment lui qui joue le mieux. Sinon, on parle vraiment des gardiens des États-Unis comme étant des gardiens qui font peur, Ottinger, Swayman, Hellebuck. Mais il n'y a aucun de ces gardiens-là qu'en série, à part Ottinger, sa première série contre les Flames, à part ça, ces gardiens-là en série, ils n'ont jamais rien prouvé. Surtout Hellebuck, il Ouais. est connu pour être un des plus gros chokers, surtout quand il est à l'extérieur, qui n'est pas à domicile. Donc, Ah, oui. j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça se peut qu'on pense que ce soit les murs, mais ça se peut, mais ils sont quand même avantagés sur nous. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, toi, est-ce que tu penses, t'es-tu encore confiant là, que le Canada va être en finale et peut-être gagner la médaille d'or? Là? Ben, tu sais, moi, j'attends de voir les premiers matchs, mais tu sais, je suis quand même assez confiant. Là. Je m'attends pas au championnat. Ben, tu sais, l'année passée, le championnat du monde s'est fait surprendre par le Danemark. Là, celui-là, je m'attends pas à ça, là, quand même. Le Mais il Danemark faut va être dire que capturé. oui, on a gagné le Four Nations,
Mais il y a des matchs qu'on n'était pas tant confiants que ça. Faut rappeler qu'au tour préliminaire, on a perdu contre les États-Unis. Puis contre la Suède, ça avait été plus compliqué que prévu. Bon, on avait gagné la prolongation, c'était fait remonter, là, c'était plus ça. Puis la Finlande, on avait manqué de se faire remonter Ouais, aussi, mais on avait c'est dominé ça. en début de match. On avait gagné, mais c'était pas non plus des 8-0, disons. En même temps, c'est sûr, la Suède et Non, la mais tu sais, c'est la Finlande. Finlande, on jouait pas contre Mais, le Kazakhstan. mais, je serais quand même assez confiant qu'on gagne minimum, une médaille de bronze, là, au gros minimum. Ouais, ouais. Ouais. Ben, moi, ce que j'ai vu, là, ça vaut ce que ça vaut. J'ai vu 2 doutes qui ont fait leur classement sur TikTok. Euh, Ils ont le Canada médaille d'or 2 fois. C'est ça la prédiction de CBC aussi. Donc, je vais rester confiant quand même en tant que ça. On va voir les premiers matchs, mais ça devrait bien aller. Sinon, au niveau des capitaines, ben, le Canada, ben, sans aucune surprise, c'est Sidney Crosby. Assistant capitaine, Connor McDavid, Kilmacher. Donc, tu es en train de me dire, là, on est rendu à un point de profondeur avec le Team Canada, que Nathan McKinnon est là, puis il n'est pas assistant capitaine. Il y a un bon niveau de profondeur avec cette équipe-là. Sinon, au niveau de la Suède, je ne sais pas si on le connaît. Je vais aller vérifier, tu peux parler des autres pendant ce temps-là. Pour ce qui est de la Finlande, c'est Mikael Granlund. Il y a certains gens qui vont se poser des questions why lui. Mais il y a beaucoup d'expérience, puis on oublie surtout que il faut pas oublier que Barkov n'est pas là. Donc le meilleur joueur finlandais n'est pas là. Donc il fallait bien le donner à quelqu'un d'autre. Au niveau de la Tchéquie, ça c'est un choix qui m'a buzzé. Ah. Roman Cervenka, j'étais comme pourquoi? Puis en gros, est-ce que ça peut expliquer une partie des choses? Roman Cervenka, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience avec l'équipe tchèque, notamment au championnat du monde. Puis également, il était capitaine à Beijing. Donc, il connaît ça techniquement, parce qu'il joue en Europe depuis quand même quelques temps. Mais pareil, ça reste un choix. Surtout quand tu as un Pasternak et tout, ça reste bizarre. Ouais. Mais en tout cas, c'est pas des dingueries. Thomas Tatar, capitaine de Slovaquie, ça fallait s'y attendre. C'est un gars d'expérience. La France, je crois, c'est Pierre-Edouard Bellemare. Au niveau de la Suède, pays. La Suède, j'ai vu, c'est Gabriel Landeskog qui est capitaine. Ah, ben oui, c'est vrai, c'est pas surprenant, lui qui est capitaine depuis qu'il a comme 18 ans avec l'Avalanche. Les assistants, c'est Edmund et Eric Carlson, des très bons choix. Edmund qui est un très bon capitaine avec Tampa Bay, qui est là depuis longtemps, des vétérans. Non, des bons choix, c'est beaucoup mieux qu'un capitaine comme Austin Matthews, disons. Effectivement. Puis sinon, au niveau des autres pays, ben Draisaitl est le capitaine de l'Allemagne. Ouais. Ça, c'est pas surprenant non plus. Je pense que c'est le Danemark qu'on le connaît, mais ça doit être Nicolas Ehlers ou quelque chose comme ça. Ou Bjorkstrand à la limite. Ça pourrait être Lars Eller, mais ça serait quand même drôle. Si on pouvait nommer les gardiens, moi je mettrais Frédéric Andersen, mais on ne peut pas nommer les gardiens, donc ça va être à surveiller de ce côté-là. Donc, un tournoi masculin qui commence demain, au moment qu'on enregistre, mercredi 11 février, puis le Canada commence le 12 contre la Tchéquie, et après ils vont jouer le 13 contre la Suisse et le 15 contre la France. Donc ça, c'est des matchs qui vont être à surveiller. Le match contre la Tchéquie va commencer à 10h40, heure de l'Est, le matin. Donc, ça fait bizarre de regarder le match de hockey le matin, mais ça va, c'est pas si pire. Je préfère vraiment ça à l'horaire de Beijing, où ce que tu manquais la moitié des compétitions parce que c'était pendant la nuit. Ça, c'est plate. À moins de pas dormir puis de mourir le lendemain. Mais sinon, c'est ça. La Suisse, on le sait pas encore. Le Danemark, on le sait pas encore. La France, c'est Pierre-Edouard Bellemare. L'Italie, on le sait pas. Puis ça ressemble à ça. Ok, c'est bon. Donc, c'était pas mal tout pour les nouvelles du hockey. Puis la semaine prochaine, on va revenir sur d'autres sujets au niveau des Olympiques. On va passer maintenant au niveau hockey, mais LNH, parce que les quelques actualités qu'on a manquées avant le début des Olympiques. Tout d'abord, Nick Bjugstad a été échangé aux Devils du New Jersey par les Blues en retour de Thomas Bordeleau, famous AHLer. Un choix de conditionnel de 4e tour en 2026, qui devient, en gros, s'il est plus tard que Dallas, Winnipeg ou New Jersey, en gros, ses choix est après. Ça va du côté des Blues. Donc, en tout cas, un échange de profondeur pour les Devils qui vont pas bien. Mais pour vrai, Thomas Bordeleau, je commence à perdre espoir qu'il va donner quelque chose. Il y a une quelques d'années un bon espoir, mais comme je l'ai dit, il va rester AHL. Puis c'est un peu bizarre pour les Devils, parce qu'ils échangent Palate, qu'on se dit, ils sont en train de vendre. Mais là, ils vont chercher Bustad, mais ils n'ont pas plus regagné depuis l'échange de Palate. Donc, c'est un peu étrange pour les deux équipes. Les Blues qu'on pensait qu'elle allait être meilleure. Mais après ça, il y a eu la vraie transaction à laquelle on s'attendait. On en avait parlé un peu la semaine dernière, vu que Panarin avait été LC Scratch, donc il s'en va aux Kings contre Liam Greentree, puis un choix conditionnel le 3e tour. Donc Greentree, c'est un ancien choix de premier tour. Il a été très très bon la saison dernière dans la Ligue canadienne. Cette année, c'est un peu moins bon, mais ça reste un très bon prospect qui pourrait facilement jouer sur un deuxième trio dans la Ligue nationale. Et Panarin voulait seulement aller à LA, donc les
les Rangers pouvaient pas aller chercher beaucoup plus. Il a même refusé une offre de contrat de 4 ans, 14 millions avec Seattle. Donc, il voulait vraiment juste aller jouer à LA. Et tout de suite après, il a signé une prolongation de 2 ans, 11 millions de dollars. Donc, Panarin va être là pour le reste de la saison et 2 autres saisons avec LA. Pour LA, je comprends un peu. Mais je me dis, c'est-tu vraiment ça qui va les amener à un autre niveau? L'année prochaine, ils perdent Kopitar. Doughty se fait pas jeune. Je sais pas, peut-être qu'ils pensent que c'est ça qui va amener le petit punch offensif qui leur manquait. Je vais voir ce que ça va donner, mais je m'attendais. Quand je voyais les rumeurs, un Tampa Bay, une Panthers, je pense que ça sonnait mieux dans ma tête. On va voir qu'est-ce Mm. qu'elle va avoir. C'est vrai qu'il manquait un joueur flashy comme ça. Là. Et moi, je pense que Panarin, après, de toute façon, après ces 2 ans, il va probablement retourner jouer en Russie. Là, ça Ouais. serait pas surprenant. Parce qu'il a dit, je pense qu'il s'en fout de gagner la Coupe Stanley. Lui, il veut jouer au soleil et avoir de l'argent. Là. Puis sinon, les Kings aussi, tranquillement, il faudra qu'ils commencent à regarder un gardien parce que Darcy Kemper, il se fait plus Lui tout aussi, jeune pas non plus jeune. tant que ça. Il a 35-36 ans, leur backup, c'est Forsberg. Non, ça c'est pas. Non, c'est pas lui qui va prendre Non, la Carl place. Là. Peterson n'a jamais, Ben, jamais été mais c'est in. pas eux qui ont Carter George, me semble. Ah, peut-être. Ah, Je j'ai pense jamais qu'il y a vu. oui, je pense qu'il y a oui. C'est bon. Donc, ouais, c'est ça. Donc, gros échange pour Anthony Panarin, puis après, c'est un contrat de 2 ans, 11 millions. Après, on a Caleb Jones, reconnu pour être le frère du meilleur défenseur de Team USA, Seth Jones. Ouais, c'est eux qui ont qui Carter Jones, ouais. Ok, Carter George. Caleb Jones qui a été suspendu 20 matchs pour avoir violé la règle sur les drogues qui augmentent les performances de la LNH. Donc, en gros, il nous a fait une Jarrett Tenordi ou une Nate Schmidt, Oui. pour ceux qui s'en souviennent. Donc, 20 matchs pour dopage. D'habitude, quand tu vois des sportifs suspendus pour dopage, tu te dis, ah, vélo, non, hockey. Donc, donc Caleb Jones suspendu 20 matchs. Je pense pas que ça va être une grosse perte anyway pour son équipe. Je sais Non, pas pas si tant. c'était AHL ou NHL, mais bon, Il Caleb était Jones, c'est un clairement gars. pas premier trio, premier pas. Là. Il était plus bas. Là. Effectivement. Sinon, il y a eu Une dinguerie. une dinguerie, mais avant, je voudrais qu'on parle du match des Canadiens, parce que je veux garder la dinguerie en dernier, Ok, parce que c'est c'est quand bon. même une grosse dinguerie. Les Canadiens qui ont joué un dernier match avant la pause olympique contre les Jets. Il n'y a pas grand chose à T'as dit dans tes dire. notes Easy Ouais. Clap. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. C'est vraiment juste les Canadiens qui ont complètement dominé les Jets, à part pour les peut-être 7-8 premières minutes où Montembeault a vraiment dû tenir le fort pour nous garder dans le match. Après ça, domination totale des Canadiens, ça finit 5-1. Montembeault sont avec le match qu'ils avaient joué à Vegas juste avant en décembre, je me souviens plus exactement la date. C'est ses 2 meilleurs matchs de l'année, celui-là. Vraiment, s'il est capable de jouer comme ça pour le reste de l'année, ça serait très très bien. Là, je veux pas dire que c'est un miracle, c'est à cause de Marciano, le nouveau entraîneur gardien. Mais vraiment, Dobesch et Montembeault, de la façon qu'ils ont joué, ils se déplaçaient moins. Genre, qu'est-ce qu'on voyait souvent dans la saison, c'est qu'ils se déplaçaient trop, puis ça les sortait de leur filet, puis ils contrôlaient pas ça, puis ça, il avait l'air d'être plus square. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va voir pour la suite, mais comme j'ai dit, le match qu'il avait fait contre Vegas, on pensait aussi qu'il était back, puis ça avait pas marché. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec Montembeault. Donc là, on peut se diriger vers la dinguerie de Gavin McKenna. Oui. Donc, un peu avant la pause un peu avant le début des Jeux olympiques, où je crois que c'était, il y avait peut-être des compétitions qui étaient déjà commencées, mais avant la cérémonie d'ouverture, ça c'est sûr, il y a une dinguerie qui sort sur les réseaux sociaux. Ça sort Que de nulle part, là. Ça sort de nulle part. Gavin McKenna, genre en gros, il a été accusé de voies de fait grave et qui serait passible à 20 ans de prison. Ça sort comme ça, les gars. What the hell? Puis là, tu te dis, attends, en 2018, il y avait quel âge? Ah non, ça peut pas être avec Carter Hart et toutes les autres. Les autres. Fait que là, tu te dis, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, là, on a commencé à entendre toutes les histoires. Que c'était arrivé. Au début, on pensait que c'était arrivé le match du 31 décembre. J'étais comme, mais what? Il a fait ça? Mais finalement, ça serait arrivé en fin janvier. Donc, en gros, là, je vais raconter l'histoire que j'ai entendue. Tu me corrigeras si on a eu d'autres détails depuis là. Mais en gros, ce qu'on a compris, il était dans un bar aux États-Unis, dans son campus, en tout cas pas loin. On rappelle qu'il est à Penn State aux États-Unis. C'est ça, il était dans un bar avec d'autres coéquipiers, je crois. Des membres de famille aussi. Des membres de famille aussi. Puis là, il y a un gars qui le rencontre, puis il commence à insulter sa mère. Ça a l'air, en tout cas, oui, il l'insulte, il niaise, puis tout, en tout cas, il l'harcèle, puis tout. Puis là, le gars, il sort, puis je pense qu'il attendait McKenna. Fait que quand McKenna est sorti du bar, il l'a repogné, il a recommencé à niaiser, puis McKenna, lui, a dit, et là, je vais utiliser le terme familier, pété à gueule. Il l'a soigné bien comme il faut. Il a souligné bien comme il faut, ça a l'air. Il a cassé la mâchoire, je pense. Donc, ouais, c'est ça.
D'accord, on était comme, OK, what? Est-ce qu'il va se ramasser en prison? Là, c'est quoi? Est-ce qu'il va être repêché? Ça va-tu affecter son rang au repêchage? Les Golden Knights vont-tu le signer quand il va sortir de prison? C'est que là, en tout cas, il y avait des rumeurs. Puis finalement, quelques jours plus tard, ça s'est réglé. Ça a l'air que le gars aurait abandonné les charges contre lui. Donc, mais Ben, c'est quand même... de ce que là, j'ai compris, c'était après le match extérieur qui avait eu lieu Ouais, la de Gaspillard, McKenna, puis c'était un joueur de l'autre équipe. Après que Ah, McKenna ok. ait perdu, c'était prémédité. Il savait que c'était McKenna, il savait que c'était le futur premier, qu'il a fait exprès de le suivre, de le gosser. Puis après ça, il a réinsulté sa mère, tout ça. Puis là c'est là que McKinnon a tilté. Puis on connaît McKinnon, c'est pas la première fois que McKenna il tilt. On se souvient au championnat du monde junior, à un moment donné, il avait insulté les arbitres, puis tout ça, il avait été expulsé. Puis il y a eu des matchs aussi à la NCAA où il a été expulsé en fin de match. Ah ouais? Ouais, Ok, ouais, je sais c'est, pas. c'est pas la première fois que des fois les fils se touchent avec McKenna. Donc le gars il savait ça, que là il s'est dit hey, je vais essayer de faire de quoi. Et là les charges ont été enlevées, mais il reste quelques charges. Il y a des charges plus Ok. mineures qui sont là. De ce que j'ai compris, la vidéo a été review, puis ils ont conclu que je sais pas trop, que ça valait pas le gros truc qui avait été dit et tout ça. Ok. Moi, j'ai aucune information là-dessus. C'est des suppositions. Mais je pense qu'un petit chèque, voilà, sac ma patience, puis il ruine pas ma carrière. Ça s'est peut-être passé. Je veux pas dire que c'est ça, mais il y a de fortes chances. Ouais, effectivement. Mais donc, c'est ça. Donc, maintenant, on va voir si ça va affecter son rang en pêchage. Je pense pas quand même, là. Ben, Ben, ok. si c'était juste, il s'est battu, il était trop chaud, peut-être. Mais le fait qu'il a défendu sa mère, tout ça, je pense que ça va moins Ça, c'est affecter, plus là. fair. C'est plus fair, ouais. Donc, c'est ça. Donc, finalement, ça a l'air d'être pas si pire du côté de Gavin McKenna. Juste pour savoir, le match qui avait été expulsé, c'était-tu la demi-finale contre la Tchéquie? Je m'en souviens plus. Mais je me souviens pas. De ce que j'avais vu, c'est que après que j'ai vu ça, j'ai vu le monde qui ont dit ah, c'est pas la première fois qu'il est expulsé, il y a tel match. Ok. Ou peut-être que c'était au Mondial Junior en Ben, c'était 2025 vraiment à aussi. la fin d'un match quand le match était fini. Là, genre, il y avait un Irlandais des arbitres. Là. Ok, c'était peut-être la demi-finale contre la Tchéquie cette année. Donc, ouais, c'est ça. Maintenant, on va pouvoir passer du côté de notre dernier sujet, notre dernier bloc, la F1, parce que je l'ai dit souvent, mais j'ai vraiment l'impression que la off-season a été courte, parce que là, demain, au moment où on enregistre, c'est déjà le début des essais pré-saison. C'est déjà le début. Et c'est la fête de Liam Lawson aussi. Donc, on va lui souhaiter bonne fête en avance. Bonne fête. S'il écoute, on ne sait jamais. Donc, Moi, je suis sûr que oui, je suis sûr que oui. ouais, je suis sûr que vous aussi. Donc, les débuts des essais de pré-saison, ça va être deux séances de 3 jours à Bahreïn, donc du 11 au 13 février et du 18 au 20 en tant que tel. Ce qui fait un peu changement, parce que dans les dernières années, on est habitué que c'était juste 3 séances de. Tu sais, c'était 3 journées pendant une semaine. Après, les équipes étaient un peu pitchées dans le néant. Je me souviens, là je vais faire. Je vais avoir l'air d'un vieux qui dit que c'était mieux dans mon temps, mais moi, je me souviens juste en 2017, genre, juste, je pitch cette année-là au hasard, même jusqu'à 2019-2020, où ce que voyons, comment dire ça, mais les équipes avaient 2 semaines, puis c'était 5 jours. Donc, en tout, il y avait 10 jours de testing. Là. C'était quand même assez intense. Là, tu dis, c'est pas, il y en a 3 par ça. Il y en avait 3 dans les dernières années. Là, 6, c'est moins pire. Puis, ils ont eu le shakedown de 5 jours, l'autre jour à Barcelone aussi, il y a quelques semaines. Mais pareil, donc, ça va être à surveiller. Ça va être du côté de Bahreïn, comme dans les dernières années. Je pense que c'est depuis 2021 que ça se déroule en majorité là. On va voir c'est qui. Là, on va avoir vraiment une meilleure idée des performances. Une première idée des performances de chaque équipe, chaque voiture. Comparé au shakedown de Barcelone, parce que les équipes n'y allaient pas à fond, à part quand tout le monde dit que Mercedes va dominer. Puis sinon, on va voir la Williams pour la première fois, ça serait le fun. On l'a comme pas vu à Barcelone. Donc, on va peut-être les voir pour une fois. Si la voiture est. S'ils n'ont pas Troll ou Aura Form pour rien pendant 4 ans. Là. Ouais, effectivement. Ben, ça a déjà été un peu le cas. On va voir si ça va continuer à troll. Mais donc, ça va commencer cette semaine. Puis justement, ben, aujourd'hui, pour ce qui est de la tier list, parce que là, tous les livrets sont sortis en tant que tels. Donc, on va faire une petite tier list de nos livrets préférés. Donc, les 11 qui ont été dévoilés récemment, avec notamment le de Cadillac lors de la soirée du Super Bowl. Donc, on va passer maintenant à la tier list. Donc, maintenant, on va pouvoir passer à la partie tier list. On sait que vous aimez ça, puis nous autres aussi. On va essayer d'en faire plus souvent. C'est sûr qu'à l'habitude, le truc avec les tier lists, notre problème, c'est qu'on s'étend, puis ça dure 1 heure et demie. On se rappelle du premier épisode du podcast avec les pilotes de F1. Donc, on a 11 livrets cette année à rate au niveau de leur look. Une de plus que d'habitude, ça fait du bien. Donc, on va commencer en ordre avec... en gros, je pense que la façon que c'est arrangé, c'est dans l'ordre qui ont été dévoilés.
ou en tout cas presque. Donc, on va commencer. C'est dans quel ordre que tu veux? Est-ce que ça va être dans l'ordre qui a été dévoilé, l'ordre du championnat l'année passée, l'ordre random, on y Moi, va j'irais sport avec différent? l'autre qui a été mis dans cette tier-list-là ici. Là, ça me dérange pas. C'est bon, ben écoute, c'est très fair aussi. Donc, on va commencer. La première qu'on voit tout à gauche, c'est la Racing Bulls. Donc, c'est la troisième voiture sous l'identité de la Racing Bulls. Au début, je l'ai vue. Je me suis dit, ben écoute, elle est pareille que l'année passée. Là. Ben belle, mais tu sais, pareil que l'année passée. Mais en le regardant plus, j'avais pas vu le bleu, les lignes bleues qu'il y avait un petit peu plus aux côtés des barges-bords notamment. Je me suis dit, OK, sympathique. Déjà qu'elle de l'année passée était très très belle. Je pense que c'était une de mes livrées préférées de base avec Ferrari, mais ça c'est parce que je suis un gros vendu. Mais en tant que tel, pour ce qui est des Racing Bulls, quand même assez sympathique. Là, on a plusieurs tiers. On a S, A, B, C, D. Je pense pas qu'il va y avoir autant de livrets en D que ça. Là. Je pense Non, pas. cette année, c'est quand même très très beau pour vrai. Non, Il y en oui. a aucune Beaucoup de que j'ai couleurs. vue. C'est cool. Il y en a aucune, je me suis dit, ah, c'est bien laid ou ah, c'est tout en noir. Ils ont Non. tous essayé de faire de quoi. C'est pas juste du carbone ou le moins possible de peinture pour aller plus vite. Donc, moi, pour Donc, vrai, la Racing Bulls, celle-là, ouais, c'est ça. Ça passe ça. j'hésite entre A et B, parce que comme tu as dit, il n'y a pas tant de changements que ça. Mais elle est très jolie. Donc, moi, j'ai le Ouais. goût de dire A. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, non, je suis très d'accord aussi. Non, pour eux, c'est pas une mauvaise take. C'est pas une mauvaise take. Sinon, là, la deuxième, la Red Bull. Ouais. Personnellement, je sais pas pour toi, mais moi, c'est ma préférée de toutes. Puis je la trouve vraiment belle. J'adore que finalement, ils ont changé. Le bleu est vraiment magnifique. Pour vrai, moi, je la trouve parfaite. Je sais pas si tu es d'accord, mais moi, je la mettrais en S. Moi, je la trouve très très belle aussi. Je l'ai vue, j'ai fait Oh my god, ils ont changé un truc. J'en pourrais, j'ai capoté. C'était la même livrée depuis 2016, on s'en souvient niveau couleur. Toutefois, il y a un truc qui m'a déçu avec la Red Bull. J'ai vu des images du shakedown à Barcelone, puis ça devait être à cause de la luminosité, mais elle avait vraiment l'air pareil. Que les dernières années, le bleu se voyait pas pantoute ou presque pas. Fait que moi, c'est ça que je trouvais dommage. Donc, je me suis un peu calmé sur le look de la Red Bull en tant que tel, mais ça reste une très très belle livrée. Puis, je sais pas si je la mettrais en S tier, mais c'est un A certain. Mais Moi, je pense que c'est un A. si ce que tu dis est vrai qu'on voit pas tant le bleu pendant les courses, j'avoue que ça enlève pas mal la livrée. Là. Je vais pas juste le regarder au microscope de proche. Là. On veut le voir pendant la Ouais. course. Donc je suis d'accord de la laisser en A si on voit pas vraiment le bleu durant les courses. T'sais, encore là, on va voir cette année, on va voir les vidéos. Mais tu sais, les photos que j'ai vues, c'est peut-être encore le moment de la journée à Barcelone qui s'était pris, mais dans les photos que j'avais vues, on voyait pas tant le bleu. Fait que ça, j'étais un peu déçu. Sinon, maintenant, on passe à la Haas. La Haas qui a beaucoup plus de couleurs. Monsieur 2023-2024, comment c'était tout noir, c'était crazy. Là, beaucoup plus de blanc. On reconnaît le GR sur le capot moteur parce que maintenant, c'est le nouveau sponsor titre de l'équipe, c'est Toyota Gazoo Racing, principal support financier et technique pour l'équipe. Donc, le gros logo de Toyota Gazoo Racing sur le capot moteur. Une très très belle livrée. La Haas, pour elle, c'est pas que la Haas, d'habitude, ils font des mauvaises livrées, mais celle-là, elle est vraiment stylée, je trouve. Moi j'hésite en Est-ce A que et je la B mets. encore. Là. Ouais, pour elle, ça se joue entre ces deux catégories-là. C'est sûr que j'aime plus la combinaison de couleurs de la Haas que elle, la Racing Bulls, par exemple. Moi je pense que ça Parce que, mérite tu un sais, A aussi. Là. moi, je pense que ça mérite un A, sincèrement. Tu sais, ça a l'air sharp, là. C'est sharp, c'est blanc, rouge, noir. Tu sais, ça a l'air vite. À voir maintenant si elle l'est. Mais en tout cas, elle est très belle. Fait que catégorie A, je trouve que c'est très fair pour la Haas aussi. Maintenant, on peut passer à Hey, la Audi. moi Puis là, ça, ouais. c'est elle que je suis le plus déçu. Je m'attendais à quelque chose d'incroyable, mais pour vrai, moi j'hésite entre C et D. Là. Non, peut-être pas D, mais un C. Là. J'aime vraiment pas. Puis le genre de. Je sais pas si c'est un carré à l'arrière qui est supposé être rouge, Ouais, on dirait qu'il est plus orange. Puis je suis ouais. vraiment déçu. Puis en plus, on a été. Ben, ils nous ont eux-mêmes spoilé avant. C'était la même livrée juste sans les sponsors. Ouais. Donc, très C'est ça qui m'a déçu déçu un pour peu. elle. Mais c'est ça, moi, j'ai pas compris pourquoi il avait fait cet événement-là en automne, qui montre juste son livret à quoi ça va ressembler, pour finalement rien changer puis la faire pareil. Puis moi, c'est ça qui m'a posé, c'est vraiment la coupe des couleurs en arrière. Ça sépare drette comme ça, c'est pas au moins incliné, pas un graduel. C'est vraiment comme. Tu sais, comme par exemple, je pitcher un exemple comme ça. La Racing Bulls l'année passée, l'arrière de la voiture était bleu, mais tu sais, t'avais comme plein, c'était bleu, puis il y avait plein de petits logos Red Bull bleus qui apparaissaient, donc il y avait comme une espèce de petit gradient. Donc, c'était vraiment mieux introduit. Là. C'est vraiment une coupe drette. Je l'ai vu rouler. Je l'ai vu sur la piste. Ça a l'air plus nice que lorsqu'on l'a vu directement comme ça. Les combinaisons sont vraiment stylées, mais c'est pas une tier list de combinaisons. Fait que Moi, je la je suis mettrais en d'accord. C. Là.
moi, je vais annoncer que C'est pas non c'est pas plus une des dinguerie. affreux, mais Non, c'est non, c'est- c'est c'est pas. vraiment décevant. Là. C'est des affreux, là. C'est pas comme la livrée de la Kicksauber il y a 2 ans. Ça, Ouais, c'était ça, c'était quelque une chose. aberration, là. C'était quelque chose. Même Kicksauber, les 2 années que c'était pas beau, là. Ben, Mais en tout juste le cas, vert flash de même, c'est jamais ah, winner selon moi. Là. non, c'était laid. C'était vraiment laid. Maintenant, on peut passer à la Mercedes. Des gens n'aiment pas les barres, les espèces de lignes grises sur le dessus des sidepods, qui est l'air un peu comme Adidas. C'est vrai qu'en repensant, puis en plus, Adidas, c'est le fournisseur de vêtements d'équipe. Donc, la Mercedes est très similaire aux 2 dernières années. C'est une livrée qui se ressemble beaucoup. C'est une livrée qui est très sympathique, pour vrai. Ça fait. C'est une très belle livrée, je trouve, la Mercedes. C'est un bon compromis entre les premières qui étaient plus silver et d'autres qui étaient noires. Le retrait du Ineos rouge sur le haut du capot moteur me fait encore mal parce que je suis une des seules personnes à aimer ça. Donc, toutefois, je trouve qu'elle est un peu trop noire. Il manque un peu de gris par rapport à l'année passée. C'est pour ça que je la mettrais en B. Je sais pas si tu es Ouais. d'accord avec Moi, moi. je trouve qu'il y a une petite couche en bas des trois qu'on a en A. Ouais. Sinon, très, très bien expliqué tout ce que tu as dit. Vraiment, j'adore tout ce que tu as dit. Pour vrai, B, je trouve que c'est parfait. Là, Ferrari, je pense que là, c'est le premier qu'on est vraiment en désaccord. Moi, la petite chasse blanche par rapport sur le top, là, pour moi, c'est un énorme non. Là, surtout avec le cache jaune de Lewis. On dirait un œuf dans une assiette rouge. Là. Genre, c'est un gros non. Là. Moi, Ferrari, là, c'est pas compliqué. Là. On dit à toutes les autres écuries, on veut que ça change, mais Ferrari, c'est une des seules qu'on veut pas que ça change. Mets du rouge, puis sac-moi patience. Là. Le maudit blanc, là, je suis vraiment pas un fan. Ah ouais, ok. Ben, moi, le blanc, j'adore beaucoup. Mais Ouais, je par contre, sais, je me là. suis calmé. Attention, là, je vais avoir l'air un petit peu moins biaisé. Je me suis calmé un peu. Puis là, tu regarderas un peu par toi-même. Niveau incrustation du blanc, Ferrari a déjà fait mieux. Au niveau de la livrée, je pense à elle du Grand Prix d'Italie l'année passée, parce que Ouais, c'était tout le capot moteur qui c'était était vraiment blanc, mieux. ben, Ouais. la airbox. Ça, c'était mieux. C'était mieux introduit. Puis moi, je vais toujours rester sur la Hill, que la Ferrari de 2016 est une des plus belles que j'ai vues. Tout le capot moteur était blanc aussi. C'est sûr que c'était un petit peu moins clean. Il y avait du noir aussi en arrière, du rouge sur le dessus. C'était comme un peu moins bien introduit. Là, c'est comme juste une partie. Le devant, Je trouve qu'elle a juste pas l'introduction du blanc est rapport. bizarre un peu. Bizarre un peu. Surtout avec les ailerons noirs, l'aileron avant noir et l'aileron arrière qui sont noirs, les deux. Tu sais, moi, je pense, moi, je pense que ça aurait peut-être mieux looké si l'aileron avant et l'aileron arrière auraient été noirs, blanc aussi. Ça aurait été peut-être un peu. Là, je sais que toi, tu aurais détesté, mais je pense que ça aurait été mieux introduit. Ou sinon, tu fais l'inverse, tu mets pas de blanc puis tu mets du noir, ou juste genre tu mets toute la Ferrari rouge, juste les ailerons noirs. Je pense que ça aurait très bien look aussi. Ça aurait fait un petit look années 90. Puis aussi le logo HP bleu, ça c'est Ouais, une ça a pas aberration, si on va rapport, là. rester là-dessus. Donc, moi j'avais dit c'est incroyable, maintenant il faut qu'elle soit vite. Je vais rester là-dessus, je la trouve quand même ultra belle. Moi, il y a Mais on aucune la mettrait chance. en B, puis je pourrais pas Ouais. que ça soit une dinguerie non plus. Ouais, B, moi, ça peut pas aller en A. C'est ain't no way que c'est dans le même tir que les trois autres, là. Ain't no way. C'est bon. C'est bon. Bon, Quand tu vois, j'essaie de pas là, trop être biaisé. la Alpine est pas laite. Mais quand faut que tu cherches pendant 10 minutes entre cette photo-là puis la photo d'elle de l'année dernière pour trouver différence, il y a un problème. Ben écoute, je vais regarder un peu rapidement, mais tu peux continuer sur ton explication, parce Genre, que c'est vrai, les genre, deux livrets sont très genre, similaires. genre, j'abuse, là. Ça prend pas 10 minutes pour voir les différences, mais c'est vraiment, là, c'est à peine, genre, ils se sont pas forcés, là. Elle reste pas affreuse, elle est pas belle non plus. Moi, je joue entre un B et un C. C'est sûr, c'est pas un A, là. Mais en même temps, je la trouve plus belle que la Audi. Mais vu que c'est quasiment la même chose, j'ai le goût de la pénaliser, de la mettre en C. Je sais pas c'est quoi ton avis pour toi, là. Écoute, présentement, je suis en train de regarder les photos. J'avoue que c'est pas la livrée qui m'a le plus marqué, sincèrement. Mais à voir présentement les photos, la principale différence niveau livrée, c'est que le bout du museau est bleu au lieu d'être rose. C'est Hey! la seule différence que je vois. Ouh! Parce qu'elle est très similaire. J'étais dans le bateau, puis je vais rester dans le bateau que l'Alpine, actually, la livrée qu'ils ont depuis 2 ans, elle est loin d'être laide. Elle est pas Genre, laide. le rose est mieux introduit que dans les dernières années. Genre, c'est vrai que le rose peut ruiner pour certains. Moi, j'aime bien le rose, donc Moi, j'aime écoute, bien aussi. Mes deux couleurs préférées, c'est le bleu et rose. Je peux pas. pourrait. Je peux pas Je demander savais pas. mieux, là. Je savais pas, donc c'est cool de la voir. Mais, tu
sais, moi, je pense que ça reste quand même derrière la Mercedes puis la Ferrari puis devant l'Audi. Fait que je la mettrais C ou B. Est-ce qu'on y enlève un point? D'originalité. Ouais. Parce que on trouve qu'elle est pas au même niveau qu'eux, un petit peu mieux qu'elle, mais à cause du fait que ça n'a pas de changement. Ouais, Genre, c'est pas affreux, c'est correct. c'est correct. Ouais, ben, c'est correct. Ouais. Et on peut dire, si on peut donner des lettres, C, c'est correct. B, B, c'est c'est bien. bien. A, A, c'est c'est. al Ah, dente. Et S, S, c'est c'est super. super duper mega cool. Là. Fait que, Ok, puis là, on D, c'est passe ça. sur une des plus originales parce qu'elle est pas pareille si tu la regardes du quel côté tu la regardes. Genre, il y a un côté Ouais. blanc, il y a un côté noir. Je trouve ça très original. C'est un truc comme ça que j'aurais voulu qu'Audi essaye. Puis pour vrai, très très bien. Je trouve que c'est pas juste blanc-noir, puis c'est comme ça marche pas ensemble. C'est bien amené. Pour vrai, je suis très très fan. Pour moi, c'est au minimum un B. Je sais pas qu'est-ce que toi t'en penses. Moi aussi, je suis d'accord. Hey, ok, la Cadillac. Ben, Ouais. moi, personnellement, je pense que c'est ma livrée préférée. Donc, Préféré B, à ce je- point-là? Non, ouais, moi, je pense j'ai que dit au oui. minimum un B. Au minimum. Mini préférée, non, ça, je suis d'accord. Mais moi, je la mettrais A. C'est S, pas. pas S, mais A vraiment, je vais pas te débattre là-dessus. Là. Ok. Bon, on va rester A, puis au pire, on décidera d'en mettre une en S à la fin. Ok, c'est bon. Donc, t'as parlé du fait qu'on va en monter une en S. Je suis pas mal sûr que ça sera pas une des trois qui restent. Là. Effectivement, donc on va commencer avec la Williams. La Williams, il y a un petit peu de changement. On va rajouter du bleu pâle et du blanc sur les barres de bord. C'est Ouais. très stylé. Après, histoire de la monter en S ou en A, je pense que c'est pas exactement ça. On n'est pas à ce niveau-là. Elle reste sympathique, la Williams. Mais moi, je la mettrais en B avec la Mercedes puis la Ferrari. Bon, on est Parce que, tu sais, il y a plus dans pas. cette catégorie-là. Là. Ouais, on est plus cette catégorie-là. Des livrées qui changent pas trop, qui ont essayé un petit truc, mais qui sont quand même très très belles. Donc, la Williams, on la met en B. Maintenant, la McLaren c'est pas mal la même livrée que depuis 2 ans. J'avoue que je préférais vraiment l'époque, ce qu'on avait plus de bleu. On a parlé avant l'enregistrement, les livrées de 2020-2021 étaient ultra stylées. Même 2023, je la porte encore très très haut dans mon estime. Mais celle-là, juste le fait qu'il n'y ait plus de bleu, ça enlève tellement de charme dans la McLaren, je trouve. Donc là, c'est Moi, juste noir et orange. C'est une livrée très basique. je pense pour les mêmes raisons que l'Alpine, qu'il n'y a pas grand changement. Ouais, Elle reste jolie, mais elle perd un point à cause de ça. Parce que pour vrai, à part les sponsors que tu te remarques que c'est plus les mêmes, sont un peu différents, puis il y a un peu plus d'orange, c'est pas mal pareil sinon. Là. effectivement. Puis finalement, pour ce qui est de la Aston Martin, ben ça aussi, il n'y a pas tant de changements. Il y a un petit peu plus de jaune fluo sur le dessus. Ça, c'est quelque chose qui peut être à surveiller. Ah, il y a J'aime bien. plus de jaune fluo, mais rendu là, j'aurais aimé mieux qu'il n'y en ait pas de jaune fluo, je le trouve. Ouais, mais ça, c'est un peu un truc. On en parlait avant le début. Mais en tout cas, moi, c'était mon idée. C'était ma pensée. La Aston Martin, depuis qu'ils sont en F1 en 2021, je trouve qu'ils ont toujours produit des Ouais. livrées décevantes. Ou en tout cas, Puis qui ont toujours comme. très similaire quasiment. Là. Ouais, tu sais, c'est ça. Ben, tu sais, en même temps, ils ont leur vert britannique, là, mais je sais pas, le vert, on dirait que c'est pas une belle teinte de vert. Non, c'est Tant pas que le plus ça. beau vert, non. C'est que c'est ça, en tout cas. Donc, moi, je la mettrais en C. Parce que Euh, D, c'est vraiment harsh. D, c'est comme affreux, là. c'est la pire, là. Ça serait Kickstarter 2024, là. Ouais, non. C'est comme. Et je le mets en, on est- en, en bas B, là, genre. En bas C, je Ouais. veux dire. La pire Ouais. C, là. Donc, maintenant, c'est pas mal le tour. On va pouvoir en monter une en catégorie S maintenant. Euh, Moi, je pense que ça se joue entre la Red Bull et la Cadillac. Ben, comme t'as Puis, dit, la Red Bull, on va pas vraiment en piste. Puis en plus de ça, Cadillac a vraiment essayé quelque chose de nouveau, un côté noir, un oui. côté blanc, puis c'est quand même bien fait. Je peux le donner à Cadillac, là, pour vrai. Si c'était pas de la Red Bull qu'on voit pas tant en piste, ça aurait pu être la Red Bull, parce que quand je l'ai vraiment vu la première fois, j'étais vraiment émerveillé. Non, Mais moi aussi, le là. fait que la Cadillac a essayé vraiment, là, un peu, on a enlevé des points pour la Alpine, puis la McLaren qui a rien fait, ben, on peut donner un petit point de plus à la Cadillac pour Oui. son ingéniosité. Ouais, ingéniosité. Ouais, son ingéniosité, oui, exactement. Puis ça aussi, c'est un exemple de deux couleurs différentes de chaque côté, mieux intégrées que Barre en 99. En gros, pour la petite histoire courte, Barre en 99, c'est leur première année en F1. C'est un projet qui avait été monté par Jacques Villeneuve et Craig Pollock, qui était son manager à l'époque. Jacques Villeneuve qui avait notamment quitté Williams, qui avait été champion 2 ans avant. En 98, ça n'avait pas bien été. Il avait rejoint l'écurie Barre, avait été coéquipier avec Ricardo Zonta. Puis pour la première année, en gros, il avait essayé un petit tour de passe-passe. Il s'était dit, nous, on va présenter deux livrées différentes.
Donc, comme un peu ce que ça se fait en NASCAR ou en IndyCar, que les pilotes de la même équipe n'ont pas les voitures de la même couleur. Donc, en gros, tu avais Jacques Villeneuve qui avait une voiture qui était blanche et rouge aux couleurs du cigarettier Lucky Strike. Et tu avais Ricardo Zonta qui avait une voiture bleue et jaune avec des étoiles. C'était vraiment magnifique. Aux couleurs du cigarettier 555, qui est reconnu notamment pour les livrets Subaru en rallye avec Colin McRae notamment. Sauf que la FIA sont beaucoup plus ouverts maintenant. Mais à l'époque, la F1 puis la FIA, là, surtout avec Bernie Ecclestone, là, deux voitures pas de la même couleur, t'es comme, ain't no way que ça passe. Fait que là, ils avaient dû faire un compromis. Ils avaient mélangé les deux livrets, puis ils avaient mis un gros zipper jaune. Ah, wesh! Oh oui! Ça, En c'est de gros, puis l'abus, c'était là. vraiment. Moi, je l'aime bien, cette livret-là, parce que de chaque côté, c'est sympathique, mais c'est vrai que le mélange est vraiment mal fait. Puis pareil, ils avaient gardé les combinaisons différentes pour chaque pilote. Donc, Zonta avec une combi bleue et jaune, puis Villeneuve avec une combi blanche et rouge. Mais tu sais, ça reste que le mélange était mal fait. Là, le mélange est bien fait, puis c'est bien intégré. Il y a une espèce de dégradé entre le blanc et le noir. Puis sincèrement, moi, Cadillac, avoir les combinaisons, comment je les trouvais vraiment pas décevantes, mais tu sais, je me disais, ils n'ont rien réinventé, c'est noir et blanc. Là. Il y a littéralement, c'est ultra basic comme combinaison. Tu sais, ils auraient pu prendre la combinaison de Brad Pitt dans le film F1, ils l'ont mis en noir, puis ça aurait été ça. Là. Fait que, ça au moins là-dessus, on peut leur donner. Fait que c'est pour ça que je pense que Cadillac, meilleur livré de 2026, c'est pas une grosse inquiétude. Fait que c'est pas mal tout pour ce qui est de notre tier list pour livrer. Puis on va essayer d'en faire d'autres des tier lists, parce que c'est quand même le fun. C'est qu'on va maintenant pouvoir passer à la conclusion. Donc, c'est tout pour cet épisode de l'Instant Sportif. J'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine, on va revenir sur la deuxième semaine d'activité dans les Jeux Olympiques. On va revenir sur les médailles du côté canadien. À surveiller, bien sûr, du passage de vitesse longue piste, passage de vitesse courte piste, hockey féminin, hockey masculin. On va voir aussi du côté, on va avoir du ski acrobatique aussi, du snow, avec le snowboard cross qui va commencer prochainement. Il y a de Grondin, qui a un gros espoir de médaille. Le curling aussi, les tournois masculins et féminins qui vont commencer prochainement. Le skeleton, le bobsleigh, ça c'est mes dadas, c'est mes sports. Ça va être surveillé aussi. Plein de belles compétitions pour ces Jeux Olympiques. Chez moi, là, moi j'en ferai à chaque année. C'est vraiment trop le fun. Genre, il y a une année, tu fais des jeux de printemps, puis une autre des jeux d'automne. Ouais, non, Tu pense fais. Non, pas, mais tu non. fais genre les jeux d'automne, tu fais le 100 mètres haie au-dessus de tas de feuilles mortes, là, il me semble, ça le ferait, non? Puis genre, être dans la pluie, parce qu'il pleut tout le temps en automne. Ben ouais, non, c'est ça, ça rajouterait. Mais non, mais pour elle, en tout cas, j'ai vraiment hâte pour la suite de ces Jeux Olympiques. Il y a le personnage artistique aussi qui va être à surveiller. Sinon, on va parler aussi des nouvelles du côté. Ben, pourrait. Ben là, F1, on va revenir sur les premiers tests de pré-saison avant la deuxième séance. Ouais, Puis baseball, il sinon, se passe plus grand-chose. ben ouais, le baseball, dans Euh, les mains, ben Justin Verlander qui vient de signer un an avec les Tigers de Détroit, donc il revient où tout a commencé pour lui. Mais sinon, en tant que NFL, tel, c'est fini. Hockey, plus ouais, grand-chose. ben, en tout cas, en pause. Mais tu sais, ben, en tout cas, au pire, ça va être juste concentré sur les Olympiques, puis ça pourrait être très compréhensible parce que c'est quand même un événement qui arrive juste aux 2 ans tout court, puis aux 4 ans pour les JO d'hiver. Donc, ça va être à surveiller. Donc, sinon, j'espère que vous avez apprécié l'épisode, puis on va se retrouver la semaine prochaine.